Le 11 décembre 2001, après plus de 15 années de négociations avec les États-Unis et les pays européens, la Chine adhère à l'Organisation mondiale du commerce. Les Occidentaux y voient alors un moyen d'accéder au gigantesque marché chinois, de faire converger l'économie chinoise vers l'économie de marché et de libéraliser politiquement l'empire du milieu. Revenons dans cette vidéo sur la période allant de la mort de Mao Zedong à l'accession de Xi Jinping au pouvoir. Période au cours de laquelle, sous l'égide de Deng Xiaoping, la Chine entreprend une transition spectaculaire vers une économie plus libérale et connaîtra une croissance économique sans précédent. En 1966, Mao Zedong tente de retrouver son autorité après l'échec du grand bond en avant. Un nombre important d'affiches, désignant Deng Xiaoping comme un capitaliste de droite, apparaît. 2 ans plus tard, Deng et sa femme sont placés en résidence surveillée à Pékin, avant qu'il ne soit démis de l'ensemble de ses fonctions. Il est par la suite envoyé en province, où il travaille dans un magasin de tracteurs et subit des humiliations publiques. Son propre fils, également humilié quotidiennement par les gardes rouges, choisit de se défenestrer et reste paralysé. Le tournant intervient en août 1972, lorsque Deng Xiaoping envoie à Mao Zedong une lettre d'excuse pour ses actions contre-révolutionnaires. Cette attitude lui permet d'être réintégré en février 1973. On lui ordonne alors de revenir à Pékin, où une fois de plus, il rejoint la direction du parti. À la mort de Mao Zedong, la lutte pour le pouvoir oppose Hua Guofeng, successeur désigné par Mao lui-même, et la Bande des Quatre, groupe de 4 chefs communistes, dont fait partie notamment l'épouse de Mao, qui a entrepris l'organisation de la révolution culturelle. Hua Guofeng arrête alors la Bande des Quatre, dont les membres sont accusés des pires excès et des troubles de la révolution culturelle. La Bande des Quatre devient ainsi le bouc émissaire des mesures les plus radicales des dernières années du maoïsme. Hua Guofeng semble désormais avoir tous les pouvoirs au sein du système institutionnel chinois. Cependant, sa promotion récente fait qu'il ne dispose que de peu de partisans au sein du parti. A l'inverse, bon nombre des dirigeants ayant eu à souffrir de la révolution culturelle soutiennent Deng Xiaoping. C'est en février 1977 que Hua Guofeng commet une erreur fatale. Il rédige un éditorial proclamant que quelles que soient les politiques soutenues par Mao et quelles que soient les consignes données par Mao, elles devraient toujours être mises en application. Il souhaite ainsi montrer qu'il s'inscrit dans l'héritage du grand timonier. L'article déclenche alors un débat intense au sein du parti sur le retour opportun de Deng Xiaoping. En juillet 1977, Deng revient au gouvernement, assumant les charges de vice-premier ministre, vice-président du bureau politique du comité central, vice-président de la commission militaire et chef de l'armée populaire de libération, avant de devenir l'année suivante le dirigeant de facto de la République populaire de Chine lorsque son idée de réforme économique est adoptée par le parti. C'est en 1979 qu'il entreprend sa première action diplomatique majeure. Fin 1978, le Vietnam envahit puis occupe temporairement le Cambodge, mettant ainsi fin au régime des Khmers rouges, régime soutenu par la Chine communiste. En représailles, et pour affirmer son pouvoir, Deng Xiaoping décide de l'invasion du Vietnam, qui sort tout juste d'une guerre longue avec les États-Unis. Après avoir occupé plusieurs villes frontalières, l'armée chinoise subit de lourdes pertes face à la résistance vietnamienne. Elle se retire du pays moins d'1 mois plus tard, en pratiquant une terre brûlée. Les 2 camps revendiqueront la victoire par la suite. Disposant désormais de tous les pouvoirs et d'une autorité incontestée, Deng Xiaoping peut à présent mettre en place ses réformes économiques. À partir de 1979, les réformes économiques d'inspiration libérale s'accélèrent, bien que la rhétorique de style communiste soit conservée. Deng propose les 4 modernisations pour délimiter les réformes qui concernent la défense nationale, l'industrie, les technologies ainsi que l'agriculture. Ces 4 modernisations sont destinées à faire de la Chine une grande puissance économique à l'aube du XXIe siècle.
la République populaire de Chine décide d'accélérer le processus de modernisation en augmentant le volume de ses échanges commerciaux et en ouvrant son marché à l'Occident et au Japon. Toujours en 1979, 4 zones économiques spéciales sont créées dans les provinces de Guangdong et du Fujian, dans le sud de la Chine, pour attirer les investisseurs étrangers. Il s'agit de Shenzhen, Zhulai, Xiamen et Shantou. Ces zones proposent aux entreprises étrangères des conditions préférentielles. Droits de douane, impôts réduits, statut d'extraterritorialité pour les cadres venant travailler. La ville de Shenzhen est celle qui incarne le mieux ce changement. Première zone économique spéciale créée, la ville passe d'une petite communauté de pêcheurs à une métropole de 10 millions d'habitants en seulement 35 ans. Elle se dote d'une zone industrielle dont le slogan est « Le temps c'est de l'argent » et devient un modèle aux yeux du pays. En 1984, 14 autres villes côtières sont ouvertes aux investissements étrangers sur ce modèle, dont Shanghai, Canton et Tianjin. Cette génération de zones économiques spéciales s'est concentrée sur la fabrication et l'exportation de produits de bas standard, tels que les chaussures de sport ou les vêtements de prêt-à-porter. Ces villes sont toutes situées sur le littoral pour faciliter le transport des matières premières et ainsi les exportations de produits finis. Leur succès est basé sur des prix imbattables qui attirent de nombreux fabricants occidentaux. Au niveau agricole, la priorité de Deng Xiaoping lorsqu'il arrive au pouvoir est de nourrir plus de 900 millions de personnes et de créer un surplus agricole nécessaire pour lancer l'industrialisation. Un système de responsabilité des ménages, testé en secret pendant le règne de Mao, mais rapidement occulté pour des raisons politiques, est repris, conduisant à une augmentation spectaculaire de la productivité agricole. Dans le système maoïste, les agriculteurs recevaient du gouvernement un quota de production. Ils obtenaient une rémunération afin de respecter ce quota, mais la production au-delà du quota recevait rarement une récompense. Dans le nouveau système de responsabilité des ménages, les paysans reçoivent un quota réduit, tandis que la production de nourriture qui excède le quota peut être vendue au prix du marché libre. Le domaine de l'industrie lourde et des entreprises d'État est également très vite repris en main par Deng Xiaoping. Sous Mao Zedong, les entreprises publiques fournissaient des emplois à vie, des avantages sociaux, un logement et des soins de santé. Inefficaces et rongées par la corruption, les entreprises d'État n'étaient pas en capacité de répondre aux besoins de la Chine. Une vague de réformes impose une discipline financière et une meilleure gouvernance d'entreprise. Elle entraîne la fermeture massive des branches jugées non utiles, des licenciements en masse, ainsi que la privatisation des petites entreprises. Les grandes entreprises d'État sont de leur côté placées sous la supervision de la Commission chinoise d'administration et de supervision des actifs publics, qui intervient directement pour en améliorer la gestion. Cette ouverture économique a considérablement modifié la rhétorique et la ligne idéologique du Parti communiste chinois. Afin de rendre acceptable, aux yeux d'un parti initialement marxiste-léniniste, l'ouverture d'une certaine forme de capitalisme et de libéralisme économique, Deng a déclaré « Peu importe que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape des souris », faisant du développement économique et de la lutte contre la pauvreté une nouvelle boussole du Parti communiste chinois. Deng Xiaoping théorise le développement pacifique, affichant sa volonté que le développement économique de la Chine soit bénéfique au monde et ce ne se fasse pas au détriment des autres nations. Cette période où la Chine connaîtra un boom économique sans précédent, ce qui laissera espérer en Occident que la libéralisation économique entraînera une libéralisation politique du pays. Sur le plan politique, justement, Deng met en place de nouvelles règles institutionnelles, qui, si elles ne font pas de la Chine une démocratie, ouvrent la porte à davantage d'opposition et de pluralité d'opinion au sein du parti. Il impose une limite de 2 mandats au président de la République populaire de Chine, ainsi qu'une limite officieuse à 67 ans pour occuper des postes au sein du Parti communiste chinois, présidence incluse. Ces garde-fous seront intouchés jusqu'au 3e mandat de Xi Jinping. Au début des années 1980, Deng entreprend des négociations avec le Royaume-Uni pour la restitution de Hong Kong, qui est fixée à 1997. Il accepte en échange de respecter le système économique et les libertés individuelles de Hong Kong au cours des 50 années suivant leur rétrocession. Le Portugal
peu influent et sous la pression des autorités chinoises, décide de restituer Macao en 1999, avec un accord similaire à celui obtenu pour Hong Kong. Le retour de ces deux territoires est fondé sur le principe politique d'un pays, deux systèmes. Deng Xiaoping espère ainsi présenter une option attrayante pour le peuple de Taïwan en vue d'une réunification pacifique. Sur le front économique, la croissance rapide rencontre deux problèmes majeurs pour le Parti communiste chinois. Le premier est d'ordre démographique. Un recensement de la population en 1982 révèle que la population chinoise est équivalente à 1 milliard d'habitants. La politique de l'enfant unique est donc lancée. La plupart des couples ne peuvent avoir plus d'un enfant sous peine de sanctions administratives et financières. Perte d'un emploi, importante taxe à payer pour le deuxième enfant né. Le second problème est la conséquence de l'augmentation de la liberté économique qui aboutit à davantage de liberté d'opinion. Des critiques commencent à émerger et le terme de 5e modernisation est créé pour faire référence à la démocratie, élément absent des plans de rénovation de Deng Xiaoping. À la fin des années 1980, le mécontentement contre l'autoritarisme et les inégalités croissantes provoque la plus grande crise subie par Deng Xiaoping. Au printemps 1989, des manifestations massives ont lieu depuis plusieurs semaines place Tiananmen pour demander davantage de démocratie. Deng Xiaoping et son premier ministre Li Peng sont sur une ligne de crête quant à la marche à suivre. Le parti est en effet divisé entre volonté de dialogue et répression des manifestants. C'est finalement à l'occasion d'une visite de Gorbatchev à Pékin que tout s'accélère. Deng Xiaoping et Li Peng décident d'envoyer les chars pour vider la place Tiananmen, procédant ainsi à un massacre dont on ne connaît toujours pas le nombre exact de victimes, et dont il est formellement interdit de parler jusqu'à aujourd'hui en Chine. Le 4 juin 1989 reste donc comme une date clé dans l'histoire de la Chine moderne, qui ne connaîtra pas de démocratisation, malgré l'élévation considérable du niveau de vie des Chinois. Suite à cette démonstration de force, Deng Xiaoping désigne le maire de Shanghai, Jiang Zemin, comme successeur dans le bureau politique, lui cédant le seul poste important qu'il a encore en tant que dirigeant, président de la commission militaire centrale. Fin 1992, le Parti communiste chinois connaît sa première transition volontaire de pouvoir. Deng Xiaoping cédant la présidence du Parti de la République à Jiang Zemin. Loin d'être le favori de la course à la succession, Jiang représente alors une figure de compromis entre les différentes lignes du parti. Il représente une génération nouvelle d'élites politico-économiques nées sur les côtes chinoises, dominant la vie politique au détriment des provinces enclavées du pays. La doctrine politique principale de Jiang est celle des 3 représentations. Représentation des forces sociales productives, soit la production économique, représentation des avancées culturelles du développement de la Chine, soit le développement culturel, représentation des intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple de Chine, soit le consensus politique. La décennie 1990 est marquée par un enrichissement considérable de la population chinoise, mais aussi d'un accroissement des inégalités et une corruption rampante. 3 clans majeurs apparaissent au sein du Parti communiste chinois. Les princes rouges, qui représentent les héritiers des fondateurs du Parti communiste chinois, la clique de Shanghai, tournée vers l'économie de marché et qui représente la frange la plus élitiste, ainsi que la Ligue de la jeunesse communiste, qui défend les intérêts des classes les plus populaires. Après 2 mandats au pouvoir, Jiang cède à contre-cœur le pouvoir à son vice-président, Hu Jintao, figure plus modérée, ayant servi dans des provinces intérieures de la Chine, telles que le Tibet. Si Jiang Zemin faisait partie de la clique de Shanghai, la faction élitiste du parti, Hu Jintao est lui membre de la Ligue de la jeunesse communiste. Il met ainsi en place un mode de gouvernance différent de Jiang. Son premier ministre jouit d'une plus forte visibilité. Les 2 hommes s'accordent sur la nécessité de lutter contre les inégalités économiques et les institutions sont relativement autonomisées. La doctrine principale de la présidence de Hu Jintao est celle de la société harmonieuse et du développement scientifique. Hu Jintao est cependant considéré comme un président énigmatique, assez effacé, voire impuissant. Durant son mandat, Jiang Zemin et la clique de Shanghai
garde une forte influence sur les affaires courantes du pays. Les leaders de province se constituent des réseaux de pouvoir importants et des baronneries s'installent un peu partout. Hu Jintao reste 10 ans au pouvoir. C'est lors de son second mandat que Xi Jinping fait son apparition au sein du comité permanent du Politburo, en qualité de vice-président de Hu Jintao et numéro 6 du régime chinois. Entre 1978 et 2012, la Chine connaît une croissance économique sans précédent. Son PIB passe de 150 milliards de dollars en 1978, soit 3 fois moins que celui de la France, à 8500 milliards de dollars en 2012, l'équivalent de 3 fois le PIB français, et seule économie mondiale susceptible de challenger celle des États-Unis. Le taux de croissance annuel du PIB chinois entre 1978 et 2012 fut supérieur à 5% chaque année, à l'exception notable des années 1989 et 1990, en raison des sanctions occidentales faisant suite au massacre de Tiananmen. Le réveil de la Chine et son poids croissant au sein de la géopolitique mondiale ont éveillé espoir et crainte au sein des pays occidentaux. Nous verrons dans une prochaine vidéo le durcissement de la politique internationale de la Chine sous Xi Jinping et son affirmation comme une puissance mondiale. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre un like et à la partager. Dans tous les cas, je vous invite à nouveau à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé, moins aimé, et ce que nous pourrions à nouveau améliorer pour la suite. Je vous remercie par avance, et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.